Bonsoir. L'invité de la semaine, Emmanuel Kouadika, c'est le délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral. Emmanuel Kouadika, bonsoir. Bonsoir, Madame Piedjou. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être l'invité de la semaine. Vous êtes en permanence à bienvenue. Nous sommes en plein dans les préparatifs des régionales 2020. Ce sera le 6 décembre prochain. Et c'est important que vous soyez notre invité de la semaine. Il y a plusieurs personnes qui entendent parler d'élections régionales, mais ne savent pas ce que cela veut dire. Alors, élections régionales, du moins, commençons déjà par planter le décor. Vous savez que depuis quelque temps, le président de la République a entrepris de mettre en place les différentes institutions de la République. Et dans la mise en place de ces institutions-là, les conseils régionaux apparaissent comme la dernière institution qui va se mettre en place pour gérer les régions. Et donc, il est question, à l'occasion de cette élection, de choisir les conseillers régionaux qui vont en leur sein élire les exécutifs régionaux qui auront donc la charge de mettre en place tout ce qui est concerné par le code de gestion des régions. Et s'il faut donc définir en termes simples les régionales? Pour les conseillers régionaux, c'est une élection indirecte aussi, ce n'est pas le grand public. Ce n'est pas le citoyen lambda inscrit sur la liste électorale régionale qui va voter. Ici, il s'agit de 2 collèges. Donc voilà, la spécificité de cette élection, c'est qu'il y a 2 collèges. Et c'est les 2 collèges qui ont été convoqués par le décret présidentiel du 7 septembre. Mais maintenant, les 2 collèges, c'est quoi? Les deux collèges, c'est premièrement les conseillers municipaux. En février, nous avons élu les conseillers municipaux. C'est eux qui vont voter ce qu'on appelle les délégués des départements. C'est-à-dire des citoyens, en ce moment-là, qui sont investis par liste, par les partis politiques. C'est ça, les délégués des départements. Il y en a 70. À côté, il y a les représentants du commandement traditionnel. Et les représentants du commandement traditionnel, eux, sont élus, la loi dit, par leur père, c'est-à-dire par les autres chefs traditionnels. Ici aussi, il y a une spécificité, c'est que ne peuvent conduire les listes du commandement traditionnel que les chefs de premier ou de deuxième degré. Mais il faut quand même dire que l'exception ici porte sur les circonscriptions où il n'y a pas de chef, ni de chef de premier ni de deuxième degré. À ce moment-là, un chef de troisième degré peut conduire une liste du commandement traditionnel. Et ici, les électeurs, c'est qui? Les électeurs, c'est tous les chefs traditionnels de premier, de deuxième et de troisième degré, autochtones, détenteurs des actes d'homologation. On reviendra sur cette question après, mais je vous ai suivi tout à l'heure parler de conseil régional. C'est quoi son rôle? Le rôle du conseil régional, Madame Piedjou, je pense que d'ailleurs, le Mindevel et le Minat sont plus aptes à donner des explications, mais alors les plus amples là-dessus. Mais en bref, le conseil régional, c'est l'organe qui va se charger de gérer les différentes régions du pays, les 10 régions du pays. Il y aura un organe qui va donc siéger pour la gestion des questions de la région. Nous avons pris l'habitude d'attirer l'attention des citoyens sur le fait que, par exemple, la création des lycées, la gestion des hôpitaux, la question de la voirie, etc. C'est le conseil régional qui va siéger pour prendre les décisions liées à la gestion de toutes ces questions-là. Aujourd'hui, vous êtes délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral. Et les CAM n'évoluent-elles pas sur du velours à l'occasion du scrutin du 6 décembre prochain? Y a-t-il des difficultés à organiser un scrutin indirect? Toute élection constitue pour nous un challenge. Toute élection pour nous, c'est un challenge. Et ça, c'est la première fois. Nous avons l'obligation pour toute élection de ne pas faillir. Je le dis, je le répète, nous savons ce que les élections mal organisées ont provoqué ailleurs. Donc, pour nous, nous mettons un point d'honneur à ce que les élections soient le mieux organisées possible.
pour que nous puissions éviter cela. Mais au premier plan, c'est pour que nous ayons les meilleurs responsables choisis. Vous comprenez? Que le résultat du choix reflète bien ce que les électeurs ont posé comme acte. Donc, pour cette élection, c'est la première fois. C'est la première fois, c'est une élection indirecte, mais elle a ses spécificités. Elle ne se ressemble jamais. Et celle-ci encore moins, elle ressemble encore moins aux autres. Parce que c'est la première fois que nous avons un double collège. Hein? Et si pour le collège des conseillers municipaux, nous sommes tout de même un peu plus à l'aise, il faut vous dire que pour le collège des chefs traditionnels, nous n'avons pas cessé de transpirer. Jusqu'à présent, vous faites bien d'évoquer cette question-là, la participation des autorités traditionnelles qui risque de soulever, ça soulève même déjà de nombreuses polémiques. Si on s'en tient aux dernières actualités, les cas des DIA et bien d'autres villages, la contestation des chefs est forte. Comment est-ce que vous, au niveau de l'ECAM, vous gérez tout cela? L'administration territoriale est notre partenaire par excellence. Hein. C'est ce qu'on peut appeler l'agent du gouvernement, hein, qui s'occupe des questions électorales. Donc, comme c'est leur tutelle, nous ne travaillons pas sans l'AT. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, etc. Et au plus haut niveau, les réunions n'arrêtent pas de se tenir entre la haute hiérarchie d'Elections Cameroun et le ministre de l'administration territoriale. Et donc, là-dessus, nous travaillons de concert, mais sur le terrain, parce que pour ce qui concerne les élections, nous sommes sur le terrain. Sur le terrain, nous nous rapprochons aussi de ce qu'on a appelé les chefs de premier degré, les chefs de canton. Vous savez qu'à la tête des cantons, au niveau des premiers degrés, il y a véritablement des personnes qui relèvent d'une lignée. Et donc, la généalogie de ce canton, la généalogie à la limite, entre guillemets, des arrondissements, ces chefs-là en sont bien imprégnés. Et donc, nous nous rapprochons de ces gens-là et nous travaillons en mettant ensemble toutes ces données-là pour arriver à avoir les meilleurs électeurs possibles. Mais monsieur le délégué, il y a eu tellement de problèmes, il y a eu tellement de difficultés. Le 6 décembre, c'est dans quelques jours seulement. Oui. Est-ce que cette affaire est complètement réglée? Elle ne sera jamais complètement réglée. Et c'est d'ailleurs pour cela que la loi a prévu le contentieux. Parce qu'il se trouvera toujours pour une raison ou pour une autre quelqu'un qui pense qu'il a été spolié, quelqu'un qui pense qu'il n'a pas été pris en compte, etc. C'est pour cela que le contentieux est ouvert. Mais je puis vous dire que nous avons ratissé le plus large possible. Vous comprenez? Nous avons ratissé le plus large possible et nous avons absolument essayé de décourager ceux qui voulaient forcer un peu le passage. Parce que c'est dit. La loi est claire là-dessus, ne sont concernés que les chefs traditionnels autochtones homologués. Mais on met quoi dans autochtones homologués? Et l'ECAM n'a pas créé ces notions, nous les appliquons parce que la loi a exigé ces notions. L'homologation, elle porte sur l'acte que délivre l'autorité administrative. Hein? L'acte que délivre l'autorité administrative qui donne donc, qui constate l'effectivité de la chefferie d'un chef. C'est l'acte d'homologation. Maintenant, l'autochtonie, c'est des questions de nativité, des questions d'origine, c'est des questions de culture, c'est des questions d'implantation, etc. Donc, c'est ces choses-là que nous mettons ensemble et c'est pour cela que j'ai évoqué tout à l'heure la question des chefs de premier degré de canton, vers qui nous allons. Alors, monsieur le délégué, vous qui travaillez depuis l'annonce de ces élections régionales avec les chefs traditionnels qui sont appelés pour la première fois à participer à ce scrutin, est-ce que vous avez l'impression que ces autorités traditionnelles comprennent ce que cela veut dire et quelles seront leurs missions sur le terrain? Parce qu'il ne suffit pas d'être juste appelé conseiller régional, mais il y a toute une mission. Vous savez, c'est tout le problème de la plupart des élus. Et il ne s'agira pas simplement des chefs traditionnels. Hein, ce ne sera pas simplement l'apanage des chefs traditionnels. Je me souviens encore de quelques sorties de certains hommes politiques, de par exemple M. Elie Milobert, sur certains maires, etc.
Je me souviens encore de ce qui a souvent été dit au sujet de certains députés ensommeillés dans les assemblées et sénateurs. Je veux dire que nous avons dans le littoral l'un de nos membres du conseil électoral, en l'occurrence le professeur Titi Noël, qui n'arrête pas de poser ce problème. Il va jusqu'au point de, comment dire ça, de publier des documents avec les attributions des conseillers régionaux, pour que les uns et les autres soient conscients de la tâche, du niveau, de l'ampleur de la tâche qui les attend. Et donc, c'est une interpellation. C'est pour dire que le sort des régions va être entre les mains des conseillers régionaux. Et qu'il ne s'agit pas simplement pour des questions protocolaires, de dire que je vais y aller, et comme ça, un comédien avait l'habitude de dire on va m'appeler honorable. Alors, il ne s'agit pas simplement de cela, il s'agit maintenant de prendre en main le destin des populations de la région. On parle de décentralisation. On parle de décentralisation. On se plaint de ce que les décisions ne sont pas assez rapides, que les décisions ne sont pas assez adéquates, parce que l'administration est trop éloignée. Les institutions qui sont mises en place vont permettre que l'administration se rapproche, et pour cela, il faudra donc les bonnes personnes pour que les populations trouvent leur compte. Alors, il y a plusieurs partis politiques en lice pour ces élections régionales, mais on sait que le RDPC sera à coup sûr le grand gagnant des élections du 6 décembre. Ceci n'est-il pas une source de démotivation pour vous en tant qu'organisateur de ces élections-là? Vous savez, lorsque le FC Barcelone gagnait tout le temps la Champions League, je pense que l'UEFA organisait toujours la Champions League. Hein, vous comprenez? Lorsque le Zamalek d'Égypte ou je ne sais pas quoi en Afrique était hégémonique, la CAF n'arrêtait pas d'organiser les compétitions. Nous ne lisons pas dans la boule de cristal, nous organisons, nous mettons à la disposition des électeurs et des candidats tout ce qu'il faut, et c'est eux qui feront leur choix. Je pense que vous avez peut-être lu dans une boule de cristal, nous pensons. On regarde des cartes qui se présentent à nous. Vous savez, on évolue et on va avancer vers la réelle prise en compte des professions de foi, la réelle prise en compte de ce que chacun ambitionne de faire. Et bon, là je parle peut-être pour le citoyen, je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que l'évolution, personne ne peut l'arrêter. Et donc maintenant, vous avez posé certainement des bases réelles, objectives, de ce que lorsqu'on a le plus d'électeurs, on est censé avoir les meilleurs résultats. Mais il y a une liberté ici, on est en démocratie, il y a une liberté qui veut qu'un électeur peut penser que, mais alors mon parti, quel est ce programme qu'il veut dérouler là? Mais je ne trouve pas mon compte. Hein? Tout est possible. Hein? Nous ne prédisons rien, nous organisons et nous allons observer. Peut-être que ce sera fidèle à... je veux dire quoi, à la présentation, à la cartographie de ce qui existe actuellement, peut-être que les choses vont changer, on n'en sait rien. Sur le plan de la logistique, ELECAM a-t-elle déjà reçu tous les moyens nécessaires dans l'organisation du scrutin et en quoi consistent ces moyens-là? Alors, c'est toujours l'occasion de tirer un coup de chapeau et de dire merci à la haute hiérarchie pour l'anticipation qui devient une grosse habitude dans notre institution. Vous savez, le matériel électoral est disponible dans toutes les agences départementales depuis plus d'une semaine. Tout le matériel électoral. Le matériel électoral n'est attendu dans les bureaux de vote que au plus tôt la veille du scrutin ou au petit matin. Mais il est déjà complètement disponible dans les agences départementales. On est dans un contexte de crise sanitaire et autres. Comment est-ce que vous faites?
dans le contexte de crise sanitaire d'ailleurs, l'anticipation était telle que les kits Covid, ce que nous avons appelé les kits Covid, sont arrivés avant le petit matériel de bureau de vote. C'est-à-dire que la direction générale a mis à la disposition des agences départementales un kit Covid pour chaque bureau de vote. Nous avons 19 bureaux de vote dans le littoral, nous avons 19 kits Covid constitués de thermoflash, de gel hydroalcoolique, de masques pour le cas où certains électeurs viendraient à se présenter sans masque, des masques, etc. Et nous avons pour chaque bureau de vote un agent Covid qui est posté à l'entrée du bureau de vote. Donc ces dispositions-là sont prises et par anticipation. Et nous sommes en plein dans la campagne. Ce sera 2 semaines intenses. Pendant ce temps, ELECAM va faire quoi? Alors, pendant que nous sommes en campagne, vous avez observé que ELECAM n'arrête pas de former. Hein, les formations ont été lancées. Il y a les formations de formateurs. Il y a les formations des responsables et des membres des commissions locales de vote. Précisément, ELECAM forme le président de la commission locale de vote et le représentant de l'administration. ELECAM forme